Donc, bonjour à tous. Juste une toute petite capsule, en fait, pour vous parler de tout et de rien. Hein? J'avais envie de vous lire quelques passages du livre, quelques citations de Albert Einstein, en fait, de comment je vois le monde, de vous parler un peu parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent souvent quelles sont tes sources. Ben écoutez, j'ai cité et nommé beaucoup de mes sources d'œuvres littéraires dans plusieurs capsules et j'ai même regroupé en un seul post là, plusieurs vidéos, plusieurs sources de spécialistes dont je m'inspire. Hein. Et je veux vous parler de ce livre, Que sait-on vraiment de la réalité, qui traite énormément de physique quantique, de la collection d'Ariane, des 7 secrets de la guérison par le son de Jonathan Goldman. Mais en fait, quelles sont vraiment les sources de tous les grands penseurs qui ont parcouru notre histoire? Ben, ils se sont tous inspirés de la nature qui nous entoure, en fait. Que ce soit Pythagore, Newton, Galilée, Copernic, ils ont cherché à décortiquer, à comprendre la nature qui nous entoure. Donc, la nature, le cosmos, la géométrie qui nous entoure sont sans doute les meilleurs professeurs, enseignants qu'on a jamais eu. Donc, c'est un peu de là que je puise mes sources. J'essaie de comprendre l'univers. Et l'école de la vie, en fait, est une école merveilleuse. Parce que on a beau apprendre des choses dans les livres ou whatever, ce sera jamais comme le vivre. Hein? Lorsqu'on a vécu quelque chose, on apprend à la dure, mais on l'apprend, on l'intègre pour vrai. Et savoir des choses et les comprendre, c'est deux choses complètement différentes. Hein? On peut savoir beaucoup de choses sans les comprendre. Tu sais, c'est bien beau avoir les connaissances, mais il faut les intégrer dans sa vie de tous les jours. Et c'est un peu là où je veux en venir. On va parler de la loi de l'attraction, de la puissance de l'intention, de la force de la pensée positive, de l'équation de Dirac, qui est la même chose au niveau des électrons, en fait, et de la physique quantique. Et je veux commencer cette capsule avec une citation de Dostoïevski qui dit: un jour, la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. Donc, l'intelligence en soi, c'est un accouchement. Hein? Je vous l'ai dit souvent, c'est souffrant de vivre. Quand on constate toute la souffrance, la misère qui nous entoure, là, ça fait mal de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et pour ne pas offenser les imbéciles, les gens intelligents sont priés de se taire et de toute réflexion. On est rendu là. Et je trouve ça triste parce que, en fait, vous savez, avant toute la crise actuelle qu'on a vécue à l'échelle mondiale, avant ça, les gens étaient sur une belle lancée. On s'en allait vers un éveil collectif où ce que les gens ils prônaient le yoga, la méditation, l'énergie verte, une économie verte. Et puis là, tout d'un coup, c'est comme s'ils avaient tout oublié les lois de la physique quantique, de la pensée positive. C'est comme si tout ce qu'ils avaient appris, ils ne l'avaient pas intégré dans leur vie. Et moi, je pense que je suis rendu là, dans ma vie, de me dire, ben, vous savez quoi? J'ai plus envie de parler d'actualité. Parce que ils vont toujours trouver quelque chose de nouveau
pour empoisonner votre esprit, que ce soit les guerres, la famine, la pandémie. Là, à cette heure, c'est rendu l'Ukraine et la Russie. Fait que non, j'en suis rendu à un point dans ma vie où j'ai envie de créer mon propre bonheur. C'est important de créer sa propre réalité, sa propre perception de la vie, sans se laisser influencer par le monde extérieur. Et on va en parler un petit peu plus en profondeur. Donc, je voulais vous citer quelques phrases un peu en lien avec tout ça quand même, mais quelques phrases de Albert Einstein qui n'ont malheureusement jamais été mentionnées dans l'histoire, en fait. Et en lien aussi avec ça, un beau petit passage du livre de Bernard Werber, où il a fait il a fait un petit problème mathématique où il y a 9 points. Et il dit en sortir. Donc, énigme. Comment relier ces 9 points avec 4 traits sans lever le stylo? Et par la suite, on a la solution où il sort de la boîte. Think outside the box. Donc, la solution pour sortir du problème, c'est que on est souvent retenu de trouver la solution parce que notre esprit se cantonne au territoire du dessin. Or, il est nulle part indiqué qu'on ne peut pas en sortir, qu'on ne peut pas sortir de la boîte. Donc la solution est là. Moralité, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc il y a des gens des fois qui m'ont dit comment t'as fait pour sortir du système. Ben, je le regarde d'un point de vue extérieur. J'ai aussi vécu pendant plusieurs années de simplicité volontaire. Je suis quelqu'un qui vit pas dans la luxure. Je suis très minimaliste, en fait, dans ce que j'achète, dans ce que je consomme, dans mes besoins. J'ai pas senti le besoin d'avoir accès à des privilèges comme aller au restaurant ou au cinéma. Pour moi, ça, c'est secondaire. En fait, je m'achète une paire de souliers aux 2 ans, un coton ouetté aux 10 ans. Fait que j'encourage le moins possible la machine. Et j'essaie de recycler, d'acheter local, de prôner ce qui est fait à la main. Et de boycotter les multinationales, en fait. Donc Albert Einstein voulait vous dire, en fait, parce que tout le monde connaît Albert Einstein, mais personne ne l'écoute. Et il y a un beau passage sur la politique et le pacifisme. Et ça commence comme suit. Sens actuel du mot paix. Donc, qu'est-ce que la paix pour Albert Einstein? Les génies les plus remarquables des civilisations anciennes ont toujours préconisé la paix entre les nations. Ils en comprenaient le rôle, mais aujourd'hui, leur position morale est bousculée par les progrès techniques ou technologiques. Et notre humanité civilisée découvre le nouveau sens du mot paix. Il s'appelle survie. Donc, le nouveau sens du mot paix, c'est la survie. Donc, essayez juste de survivre au conflit actuel, puis vous allez être en paix. C'est déjà un grand pas. Puisque les nations ne se résolvent pas à supprimer la guerre par une action commune, puisqu'elles ne surmontent pas les conflits par un arbitrage pacifique, et puisqu'elles ne fondent pas leurs droits sur la loi, elles se contraignent inexorablement à préparer la guerre. Participant alors à la course générale aux armements, et ne voulant pas perdre, elles conçoivent et exécutent les plans les plus détestables.
elle se précipite vers la guerre. Mais aujourd'hui, la guerre s'appelle l'anéantissement de l'humanité. Alors, protester aujourd'hui contre les armements ne signifie rien et ne change rien. Seule la suppression définitive du risque universel de la guerre donne un sens et une chance à la survie du monde. Voilà désormais notre labeur quotidien et notre inébranlable décision. Lutter contre la racine du mal et non contre les effets. L'homme accepte lucidement cette exigence, qu'importe qu'on le taxe d'asocial ou d'utopique. Gandhi incarne le plus grand génie politique de notre civilisation. Il a défini le sens concret d'une politique et su dégager en tout homme un inépuisable héroïsme quand il découvre un but et une valeur à son action. Et à qui on a accordé simplement des mérites au nom de sa renommée sur la relativité générale et tout. Mais en fait, Albert Einstein avait des points de vue politiques. Et ces points de vue étaient aussi pertinents que les équations, ces équations sur les particules des atomes, vous comprenez? En lisant un peu ce livre et en parlant avec certaines personnes qui ont lu aussi un peu sur la vie d'Einstein, j'en ai conclu puis j'ai compris que Einstein était en fait un rebelle. C'était un anticonformiste, pacifiste, qui dénonçait et il s'est fait insulter par des hauts dirigeants politiques et il n'était pas aimé de l'aristocratie parce que justement, il voyait tellement clair dans tout ça qu'il a même écrit une lettre à Roosevelt, président des États-Unis à l'époque, et il était anticonformiste. Einstein était un rebelle. Puissent les peuples ouvrir les yeux, comprendre le prix du renoncement national indispensable pour éviter la tuerie de tous contre tous. Le pouvoir de la conscience et de l'esprit international reste encore trop timoré. À l'heure actuelle, il se dévoile plus faible encore puisqu'il tolère un pacte avec les pires ennemis de la civilisation. À ce degré, cette diplomatie de la conciliation se nomme un crime contre l'humanité, même si on la défend au nom de la sagesse politique. Donc Einstein venait de dire que tous les diplomates faisaient un crime contre l'humanité, puis que c'était les pires ennemis de la civilisation. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Einstein. On ne pourra pas éviter que la jeunesse ne soit élevée dans les traditions guerrières, ni que la dérisoire fierté nationale ne soit exaltée parallèlement à la mythologie héroïque du guerrier, aussi longtemps qu'il faudra faire vibrer chez les citoyens cette idéologie pour une résolution armée des conflits. S'armer signifie exactement cela, non pas approuver et organiser la paix, mais dire oui à la guerre et à la préparer. Alors donc, il ne faut pas désarmer par étapes, mais en une seule fois ou jamais. Donc ce qu'il vient dire, c'est que tant qu'on va implanter dans l'esprit des jeunes, de la jeunesse d'aujourd'hui, que pour être un héros, il faut aller à la guerre, on n'est pas en train de bâtir la paix. On est en train de la préparer et de l'organiser et de l'approuver. Et c'est ce qu'on voit dans tous les films d'Hollywood, en fait. Toute cette idéologie, cette mythologie héroïque du guerrier, l'image qu'on s'est faite d'un guerrier et qu'on a implanté dans la tête des jeunes, c'était de partir à la guerre. Mais c'est pas comme ça qu'on bâtit la paix.
comprenez. Donc, essayez de prendre le temps de comprendre le sens profond du message que Einstein avait à vous dire, en fait. On va parler de Max Planck. Je voulais vous parler de ce livre très important. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres capsules, qui s'appelle « Que sait-on vraiment de la réalité? What the bleep do we know? » de la collection Ariane, qui est vraiment une bible sur la physique quantique. Donc on parle de nos perceptions. Hein? Qu'est-ce que la réalité, en fait? Ben, c'est notre perception sur le monde. Chaque phrase, et c'est appuyé par de très grands spécialistes. Là. C'est appuyé par une panoplie de psychologues, de psychiatres. On parle du fonctionnement du cerveau, des neurones, des émotions, de comment les émotions jouent un rôle sur le corps physique, sur la maladie, hein, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Ça parle de physique quantique, d'être l'observateur de l'observateur, tu sais. D'être capable d'observer sa propre conscience, en fait. Et il y a tellement de clés et d'outils dans ce livre qui traite sur la conscience, de justement créer sa propre réalité, tu sais, de la puissance de l'intention. Hein? La conscience crée la réalité. Les forces des lois de l'attraction, de prendre pleinement possession, en fait, de son autonomie intellectuelle et de toutes les sphères de sa vie. Hein. Qu'est-ce que le cerveau quantique? Écoutez, il y a tellement de solutions, il y a tellement de recherches qui ont été faites à ce sujet-là. Je peux pas comprendre, je peux pas croire que l'humanité est amnésique à ce point et qu'elle a oublié complètement tout ce qu'elle avait appris dans le passé. Mais comme je vous dis, savoir des choses, ce n'est pas les comprendre ou l'intégrer. Donc, n'hésitez pas à vous commander ce livre, What the Bleep Do We Know? Que sait-on vraiment de la réalité, qui est une Bible qui va vous aider à comprendre l'univers quantique dans lequel on vit, cette structure holographique. Donc pour moi, le monde qui nous entoure, c'est du traitement d'information. Hein? C'est vos 5 sens qui traitent l'information. L'univers serait comme un gros modem d'ordinateur qui traite l'information, en fait. Et qui n'aurait peut-être même pas conscience de sa propre existence. Il ne fait que traiter de l'information. Et il ne va pas intervenir. Et en fait, c'est ça. Quand on tombe là-dedans, ben là, tu tombes dans le quantique. Fait on est vraiment à des années-lumière de la Terre plate ou que la Terre soit cubique, plate ou carrée ou sphérique. Même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris la musique des sphères, hein, comme une goutte d'eau. En fait, tout ce qui nous entoure est pas mal basé sur la géométrie sacrée et les formes. Vos cellules sont sphériques, les molécules d'eau sont sphériques. Je veux pas insulter les gens qui pensent que la Terre est plate, mais écoutez, on est loin de la structure holographique. Là. Les gens qui pensent que le cosmos qui nous entoure est composé de matière ou qu'elle a une forme quelconque. Et j'en parlais avec des amis comme Jean-Pierre Hamel, où ce que je disais, moi je fais mon chemin, je parcours ma vie. Quand même bien que je marcherais sur une planète qui est carrée, qui est plate ou qui est ronde, l'important c'est quoi? Ben, c'est d'être heureux. Hein? C'est d'évoluer en tant qu'individu, d'avoir une évolution spirituelle. Et ça se fait dans n'importe quel univers. En fait, le monde virtuel ne sont que des algorithmes et du traitement d'informations.
Donc on tombe dans l'illusion de la réalité, dans une structure holographique où ce que vos terminaisons nerveuses, vos 5 sens, mes yeux captent un certain spectre lumineux d'ondes, qui sont des ondes. La lumière, c'est des ondes. Mon ouïe va capter un certain range, un certain spectre audible d'ondes radio sonores qui sont encore des ondes. Mes terminaisons nerveuses vont capter la densité de la matière qui m'entoure, des électrons en mouvement. La matière est composée à 99% d'espace vide. Donc, ça reste des électrons en mouvement. Ça reste des ondes. Des ondes. Donc, ça devient tout du traitement d'informations. Et quand tu tombes dans la physique quantique, mais en fait, ce ne serait pas moi qui serais dans une pièce. C'est la pièce qui est en moi. Parce que tout ce qui m'entoure dans mon environnement peut se contenir dans une petite puce, une petite clé USB, une petite carte mémoire qui se loge à l'arrière de mon cerveau, qui ne fait qu'un centimètre cube. Donc tout l'univers au complet qui m'entoure, tout ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, tout ce qui est perceptible, est condensé dans un petit clé USB qui fait 1 centimètre cube. Donc c'est comme si tout l'univers au complet qui m'entoure, les étoiles que je vois dans le ciel, ne seraient que le reflet de ma conscience, comme une clé USB. Donc l'univers ne serait qu'un gros modem informatique qui ne fait que traiter l'information, au même titre que votre cerveau. Donc là, on tombe dans une matrice, un univers matriciel, quantique. Et il pourrait y avoir des univers parallèles. En fait, ma réalité est différente de la vôtre. Tout dépend du point de vue de l'observateur. Donc, vous avez votre propre réalité, j'ai la mienne. Nous avons chacun notre propre univers qui fait partie d'un plus grand univers qui, lui aussi, pourrait faire partie d'un multivers et d'une multitude d'univers quantiques. Parce qu'on a tous des points d'observation différents, des perceptions différentes de la vie. Donc, rendu là, c'est à vous de créer votre propre bonheur, votre propre réalité. Et ça va bien au-delà de la théorie de la Terre plate. Là. Hein? Pour les gens qui se pensent 300 ans en avance. Là. Ah les gars. Fait que on va parler de la loi de l'attraction, de l'équation de Dirac, des électrons qui à partir du moment on s'en va là. Donc c'est ça, je me demande à quel point qu'on peut envoyer de l'information dans notre environnement, dans notre espace-temps, avant de saturer l'espace libre. T'sais, donc ce verre, ce serait notre espace, notre espace-temps. Hein? Et même ça, j'en ai parlé que pour créer un espace-temps, il suffit de multiplier passé, présent et futur par 4 directions, 4 points cardinaux, 4 directions opposées. Et ou largeur, hauteur, profondeur, multiplié par passé, présent, futur, tu viens de créer un espace-temps. Et l'eau serait l'atmosphère, notre atmosphère terrestre en fait. Et je me demande jusqu'à quel point qu'on peut envoyer de l'information, des ondes. Donc ça, c'est de l'information. Je me demande à quel point qu'on peut envoyer des ondes, des fréquences, des ondes radio, des micro-waves, des ondes bêta, alpha, theta, gamma, avant de saturer l'espace disque de notre atmosphère terrestre. Parce que la planète, je pense pas qu'elle aime bien ça, qu'on la bombarde d'ondes. Hein? On sonde le fond des océans. On envoie des ondes radar, radio, de toutes sortes. Et je me demande à quel point qu'on peut l'envoyer avant de saturer l'espace libre. Donc comprenez qu'on vit vraiment dans une structure holographique et je vous en ai parlé énormément dans des capsules comme « Et si la vie était un jeu vidéo ?» Donc si tout ce qui nous entoure,
c'est du traitement d'information, ben c'est un peu comme si on était dans un monde virtuel. Puis je vous ai parlé du 2D, le 1D, hein, qui serait une dimension. Donc le 2D qui est comme quand on fait un dessin sur une feuille. 3D, ben, c'est la dimension dans laquelle nous vivons, hein, largeur, hauteur, profondeur. 4D, je l'ai baptisé comme étant le monde virtuel, qui est une dimension complètement à part. Le 5D serait le monde de la pensée. Hein, qui interagissent tous les uns avec les autres, parce que ta pensée influence le 3D, puis ta réalité, puis le monde virtuel, puis toute la merde que tu écris dans le monde virtuel sur Facebook, il influence tes pensées, tout ce que tu lis, ce que tu consommes, et ça influence la réalité dans laquelle nous vivons, et ils sont tous interreliés, ces dimensions. Et le 6D serait le monde des rêves et des ambitions, parce que quand on a des rêves, on a des ambitions, et quand que tu rêves, tu n'es pas dans la même dimension que quand tu te réveilles. Mais pourtant, tes rêves ont un impact sur ta réalité. Il pourrait y avoir des dimensions supérieures aussi. Donc, c'est important de comprendre que toutes ces dimensions-là interagissent les unes avec les autres et qu'elles créent notre réalité. Donc, d'où l'importance de soigner ses pensées et de ne pas se laisser empoisonner par tout ce qui nous environne, tout ce qu'on essaie de vous mettre dans la tête, en fait, de par les médias de masse. Et aussi, c'est d'une telle beauté, l'existence humaine, parce que, en fait, nous sommes façonnés à l'image des autres. Donc, je suis l'équation, la somme de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont eu une influence sur moi. Je suis la somme de tous les livres que j'ai lus, de tous mes prédécesseurs. Donc, ça l'a imprégné ma mémoire génétique, comme la mémoire de l'eau, en fait, de Masaru Emoto, hein, qui, lorsque l'eau sillonne les cours d'eau, elle va croiser des minéraux, hein, du zinc, elle va se fracasser sur certaines pierres, et elle va... Donc, il y a de l'eau qui a des composantes qui ne sont pas nécessairement pareilles que l'eau du mont Fuji, parce qu'elle ne sillonne pas au même endroit, elle n'a pas été en contact avec les mêmes éléments environnants. Donc, c'est la même chose pour l'humain. Dis-moi de qui tu t'entoures, et je te dirai qui tu es, en fait. Donc, on déteigne tout un peu les uns sur les autres. On est tous des miroirs qui réfléchissons les uns sur les autres. Et on a tous un impact sur la vie des autres. Et comme je vous disais, on est la somme de tous les gens qu'on a rencontrés qui ont eu une influence sur nous dans notre vie. Donc, l'équation, c'est, ben écoutez, moi j'ai lu tel livre dans ma vie, je consomme tel genre de film, je m'entoure de telle personne, et ça va donner toi. C'est aussi simple que ça. Donc, si on s'entoure de plein de choses néfastes, ben, c'est immanquable que l'humanité va finir là-bas, en bas du pont. Hein? Donc hier, je vous ai fait un post très rapide sur l'énergie tachyon. Hein? On en parlera plus en profondeur, là, mais bon. C'était un extrait du livre Les pouvoirs de l'esprit de la collection Les mystères de l'inconnu des éditions Amsterdam. Édition Time Life à Amsterdam. Donc, dans ce post, je parlais d'énergie tachyon, en fait. Et il y en a certains qui ont dit « Ah, c'est trop petit pour lire. » Ben écoutez, j'ai pris grand soin de prendre les images, les photos en haute résolution. Donc, si vous cliquez sur la photo, il y a moyen de zoomer dessus, et vous devriez être en mesure de lire les textes qui s'y joignent, parce que
j'ai fait attention pour faire un bon focus sur chaque image. Donc, qu'est-ce que l'énergie tachyon? Donc, selon Tesla, c'était l'énergie de la pensée qui circule et véhicule 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait un champ unifié dans lequel on peut aller puiser de l'information, de l'énergie tachyon. Et ça revient à l'équation de Dirac, en fait, où ce que, bon, à partir du moment où il y a deux électrons qui ont déjà interagi ensemble, ils vont toujours être interreliés, interconnectés. Même s'ils sont d'un côté ou d'un point complètement opposé de l'univers, ils vont toujours être interreliés. Donc on voit sur cette image que tout est lié dans l'univers et c'est quelque chose qui dépasse les physiciens modernes parce qu'ils l'ont observé en laboratoire. Ils ont observé qu'à partir du moment où deux électrons ont interagi ensemble, ils créent des spins et qui vont toujours être interreliés. Donc, allez voir l'équation de Dirac, l'énergie tachyon. Hein? Et à partir du moment qu'on mesure, qu'on observe un électron, on change sa trajectoire, sa destination. Et c'est très beau, en fait, parce que, bon, de par les étranges lois de la mécanique quantique, le photon A ne possède pas de propriétés telles que le spin ou la vitesse jusqu'à ce qu'il soit remarqué par un observateur. Donc, tant qu'on ne l'observe pas, il ne spinne pas et il n'y a pas de vitesse. Le fait même de le mesurer perturbe sa fonction d'onde et lui assigne des valeurs au hasard. Au moment où l'observateur mesure le photon A, en lui conférant de ce fait un certain spin, le photon B acquiert le spin opposé, quelle que soit la distance et bien que rien ne le relie à la première particule. Le photon B paraît savoir instantanément ce que fait le photon A. Et ça, j'en ai parlé que, en fait, c'est un peu comme, tu vois, là, il vient de m'appeler, là, sans doute. En fait, c'est souvent comme ça. Quand tu penses à quelqu'un, puis là, il t'appelle en même temps, pis t'es comme, ah, c'est drôle, je pensais à toi. C'est pas grave, je vais le rappeler plus tard. Mais tout est interrelié et c'est la beauté de l'équation de Dirac, en fait. Et vous irez lire sur l'histoire de l'équation de Dirac où ce que tout ne fait zéro, tout ne fait qu'un. Il a écrit à sa douce, elle lui a dit écris-moi un poème sur l'amour, puis il a écrit une équation qui faisait que bon, on va être interreliés ensemble pour l'infini, pour l'éternité. Et toute l'équation qu'il a écrit, Dirac égalait 0. Pour dire qu'on va toujours être ensemble. Et même les globules rouges qu'il y a dans votre sang datent d'explosions de supernovas d'il y a des millions de milliards d'années. Et même les électrons qui vous composent, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce qui est là, toute l'énergie qui vous compose va aller se recycler dans un autre micro-organisme vivant. Dans d'autres circonstances, dans d'autres milliards d'années. Donc, c'est vraiment une belle science, la mécanique quantique, la physique quantique. Et il compare ça, justement, non seulement à deux électrons qui interagissent, mais aussi à lorsque tu envoies une pensée dans l'univers, elle peut très bien se produire, tu sais. À chaque fois qu'on fait un pas dans l'univers, il va résonner quelque part ailleurs dans le monde. Et je voulais vous parler des zones cérébrales de binaural, mais on va en parler une autre fois là, parce qu'il faut que je rappelle mon chum parce que mais bref,
C'est ce que je voulais vous dire à propos de l'énergie de tachyon qui, selon Tesla, véhicule 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière et que nous sommes tous interreliés. Je vais vous parler de fréquences une autre fois qui agissent sur certaines zones cérébrales, en fait, des zones θ, alpha, bêta, θ, bêta supérieur, gamma, delta et d'autisme, en fait, parce que si on envoie dans les binauraux, c'est important de ne pas dépasser 30 Hz. Donc si j'envoie 10 Hz là, puis 30 Hz là, ça fait une vague, une plage d'informations de 20 Hz dans ton cerveau qui va aller activer certaines zones cérébrales, en fait. Et dans le sens inverse, on pourrait aussi ramener des gens autistes dans une réalité plus concrète à la nôtre. Même si la nôtre, c'est peut-être pas la meilleure des réalités. Dans le fond, les autistes sont peut-être bien mieux dans leur monde que dans notre réalité de merde. Fait que pourquoi vouloir les ramener dans une réalité qui est aussi maussade? Je sais pas. Mais il y aurait possibilité d'aller agir sur certaines zones du cerveau. Et je parlais avec Gilbert, qui est un génie, qui lui utilise des vieilles pièces de micro-ondes pour créer de nouvelles inventions. Il me parlait de ces cathodes, en fait, qui envoient des hertz dans une branche et des hertz dans l'autre. Mais il me disait, si tu envoies 10 Hz dans une, puis 30 Hz dans l'autre, les gens vont penser que ça va donner 40 Hz au milieu. Mais non, c'est faux, parce que ça va aussi additionner la différence entre les deux. Donc, il y a aussi la différence. Donc, mettons que j'envoie 10 Hz dans une cathode, 30 Hz là, ok? Il y a une différence de 20 Hz. Donc, c'est 10 plus 30 plus 20. Donc, ça n'envoie pas 40 Hz. Ça l'envoie 50 Hz dans le canon. Alors, on va en parler une autre fois, là. Tout ça pour vous dire, je vais vous partager le livre audio de la Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, qui est vraiment plein d'outils, plein de beaux outils pour vous aider à affronter la vie, les épreuves, les souffrances dans l'existence. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre le temps d'aller l'écouter parce que pour vrai, il y a beaucoup de knowledge dans ce livre audio de Eckhart Tolle et prenez le temps de l'écouter. C'est vraiment un guide pour vous aider là, à affronter les souffrances et tout, les épreuves qui se dressent sur notre chemin. Et je vais vous transmettre une parole sage de ma mère, en fait, ma mère qui me disait, tu sais Marc-Alain, que tu passes ta vie à la rire ou à pleurer, elle va durer le même temps. Fait qu'aussi bien la prendre en riant. Fait que rendu là, c'est à vous de créer votre propre bonheur, votre propre réalité et de prendre la vie en riant. Puis à cette heure, c'est quasiment rendu une maladie d'être heureux. Hein? C'est comme si on dit oh non, écoute, si t'es heureux, c'est pas normal. Fait que ne faites pas confiance trop aux gens qui essayent de vous imposer une façon de penser, en fait. Ne vous laissez pas influencer par une société malade, comme disait Krishnamurti. Ce n'est pas bon signe de santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Donc essayez de vous extraire du problème, de sortir du système, puis prenez la vie en riant, parce que bon, c'est pour ça qu'on est ici, hein, pour évoluer, puis aussi avoir du plaisir, puis être heureux. On a le droit d'être heureux. C'est pas malsain, c'est pas une maladie mentale d'être heureux, même si c'est ce qu'on essaye de vous faire croire.
je vous aime fort. Passez une merveilleuse soirée. Puis, il y a d'autres capsules qui s'en viennent. Tenez bon. Grandez-vous à l'intérieur, à votre cœur, à vos vraies valeurs. Puis, essayez de ne pas vous laisser atteindre par les barques vides. C'est pas tout le temps facile pour moi avec les idées que j'avance. Je sais que des fois, j'ai des petits downs parce que je reçois une chier d'insultes de gens qui sont complètement inconscients, mais bon, je tiens le coup. Il y en a qui me disent « Pourquoi t'accordes l'importance aux opinions des autres? » Ben oui, je le sais, là, j'essaye de... Mais bon, c'est ça. J'essaie d'intégrer tout ce que j'ai appris dans ma vie, mais c'est vraiment rendu difficile à l'heure des réseaux sociaux de se lever à tous les matins avec une chier d'insultes. Donc sur ce, merci tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. On va approfondir sur plusieurs autres sujets, puis j'espère que vous avez apprécié. Donc je vous aime fort, prenez soin de vous autres, à plus.